rapidement, comme toi, je pense que j'ai réalisé que la façon dont le développement était fait en immobilier faisait aucun sens. C'était vraiment basé sur du gut feeling, des professionnels qui savaient ce que le monde voulait, comment façonner nos villes. Un bon exemple de ça, c'est tous les appartements à Montréal qui ont été faits avec des longs corridors en rentrant, t'as les pièces de vie dans le fond, ce qui est complètement pas logique. Vous avez dû vous heurter à pas mal de noms ou de personnes sceptiques en se disant « ça va venir remplacer mon métier ». Je te dis pas qu'on l'a passé, on a encore ça. Je pense que le professionnel est toujours autant impliqué. Je pense que son travail est juste maintenant à valeur ajoutée à d'autres endroits. Les villes qu'on bâtit aujourd'hui vont être là pour au moins 100 ans. Oui. Fait qu'on a une responsabilité énorme pour les futures générations de prendre les bonnes décisions et de considérer plus que juste l'aspect financier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Il y a du neuf, le podcast où on explore ensemble comment l'IA façonne nos vies et nos industries. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux pionniers montréalais pour discuter de l'intelligence artificielle autour de nos villes et de nos maisons. Avant de commencer, je suis Laetitia Constantin, développeuse web et IA à explorer et je suis accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur. Salut Rémi. Salut Laetitia. Tu vas bien? Ah oui, très bien. J'ai très hâte. On parle d'architecture, de construction, d'immobilier. Ça va bouger. Ça va bouger. Vincent, Stéphane, bienvenue. Merci. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Certainement, je peux commencer. Stéphane Turbide, je suis cofondateur et responsable des opérations chez Maquette Technologies. Moi, j'ai un background beaucoup d'architecture, donc je suis technologue en architecture de formation. J'ai été amené à travailler dans plusieurs bureaux d'architectes où ce que j'ai rapidement vu que c'était un domaine qui était à revoir complètement. C'est-à-dire que j'étais appelé en urgence. J'étais un peu comme un médecin d'urgence pour vrai, mais en architecture. Donc, les compagnies m'appelaient en me disant, on a des clients qui veulent modifier des plans. Ils déposent pour permis dans une journée. Il faut vraiment que tu te déplaces. Et là, j'arrivais avec mon ordinateur. J'avais le modèle 3D de monter et là, je les modifiais. Fait que mon but, c'était que le client était satisfait en dedans de 2-3 heures pour être capable de présenter des projets à la ville. Je me suis dit, pourquoi on peut pas faire ça de manière plus automatisée? En fait, le client devrait avoir le pouvoir de le faire par lui-même. Donc, c'est là qu'on a développé Maquette, qui est un outil qui démocratise l'architecture de A à Z. Donc, on veut vraiment permettre à toutes les personnes qui ne sont pas des architectes, donc qui ne sont pas techniques, d'avoir des outils via l'intelligence artificielle pour développer leur plan de maison, pour explorer, pour être capable d'aller valider ou invalider des concepts qu'ils font. Donc, on peut donner un exemple concret de tu as une maison existante, tu fais ajouter un garage. Donc, tu n'as pas besoin d'un ingénieur pour te dire est-ce qu'il y a un mur que tu peux enlever ou pas. La plateforme est là pour dire voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne peux pas faire et voici ce que tu devrais peut-être faire aussi. Donc, d'aller te faire explorer complètement des concepts d'architecture. Donc, on s'adresse autant pour les particuliers qui veulent concevoir, rénover, que les petites compagnies de construction qui embauchent des architectes à la tonne et qui maintenant peuvent le faire par eux-mêmes. Donc, c'est un peu l'histoire de Maquette grosso modo. Maquette, on est dans 22 pays actuellement avec 1,2 million d'utilisateurs à peu près. Donc, on voit clairement qu'il y a une tangente que les gens veulent des outils pour avoir accès à faire des plans de maison sans nécessairement avoir besoin d'un professionnel. Donc, voilà la petite histoire pour moi. Parfait. Très cool. Je pense background assez similaire, toi puis moi. Yes. Fait que moi, j'ai un background en finance à l'origine. Donc, j'ai fait un bac en finance avec l'idée d'aller en immobilier. Ma famille est en immobilier sur le côté d'investissement. Fait que depuis un tout jeune âge, je fais partie de ce monde-là. J'entends des histoires de deal-making sur l'immobilier. Fait que j'étais le petit gars de 8-10 ans qui voulait être un promoteur immobilier quand il était plus vieux. Je pense pas que je savais c'était quoi, honnêtement, mais c'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai fait un bac en finance. Puis, je suis allé travailler. J'ai fait un CFA. J'ai travaillé pour une compagnie de développement immobilier à Montréal. Puis, très rapidement, comme toi, je pense que j'ai réalisé que la façon dont l'investissement était fait puis le développement était fait en immobilier faisait aucun sens. C'était vraiment basé sur du gut feeling. C'était des professionnels qui savaient ce que le monde voulait, comment façonner nos villes. Puis, c'était beaucoup on sur l'actif comme tel, sans vraie compréhension de l'impact de cet actif-là sur le garde bâti, sur nos villes. Puis, on le dit tout le temps, là, location en immobilier. Il y avait très peu de données de compréhension de comment la localisation d'un bien immobilier affectait la valeur, mais aussi pouvait affecter l'expérience qu'on y avait. Ça donne que mon père est un urbaniste. Fait que moi, je me suis dit, regarde, si je peux comprendre la façon dont les villes sont développées, la façon dont les villes fonctionnent, je pourrais avoir un edge, je pourrais me différencier dans le monde de l'immobilier. Fait que j'allais faire une maîtrise à McGill en urbanisme, vraiment avec un background plus financier dans
Avec l'idée d'aller là, en promotion immobilière. Puis j'ai rencontré mes 2 cofondateurs-là qui ont des backgrounds très différents de moi, qui sont techniques, je le suis pas. Donc Gab qui a un background en econometrics, en sciences de la donnée, puis Colin en programmation. Fait qu'eux, ils arrivaient avec vraiment une perspective différente de moi. Mais on a eu rapidement l'idée de dire, mais est-ce qu'on est capable d'utiliser de la donnée pour mieux comprendre nos villes, pour mieux comprendre le marché de l'immobilier d'une manière quantitative et beaucoup plus objective que le gut feeling d'un promoteur immobilier traditionnel. De là vient l'idée de LocalLogic, puis à la base, ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on est capable de quantifier les villes, adresse par adresse, en prenant en considération l'ensemble des éléments qui fait la valeur d'un lieu. Quelque chose qu'on a fait. Le premier marché auquel on s'est attaqué, c'est vraiment les acheteurs de propriétés, les locataires. Donc, on vend notre donnée sur la quantification des villes à des gros sites en immobilier avec l'objectif d'aider les acheteurs et les vendeurs de mieux comprendre, exprimer, chiffrer la valeur d'une localisation dans le cadre d'une transaction immobilière. Aujourd'hui, c'est ça. On a quand même une masse critique d'utilisateurs à travers le Canada et les États-Unis. On est sur plus de 8000 sites web, des millions d'utilisateurs mensuels qui nous utilisent pour prendre des décisions immobilières. Puis, plus récemment, on a commencé à travailler avec les investisseurs, les promoteurs immobiliers pour les aider à prendre de meilleures décisions, ainsi que les gouvernements, les municipalités. Puis dire, regarde, au lieu d'utiliser juste ton gut feeling, utilise la donnée pour prendre de meilleures décisions, puis qui permet finalement de développer des modèles beaucoup plus sophistiqués pour comprendre est-ce que c'est rentable comme investissement? Est-ce que l'investissement que tu vas faire aussi va être bénéfique pour l'ensemble de la société, pour la ville que tu vas finalement aider à développer? Fait que c'est vraiment notre mission chez LocalLogic. On fait plein de produits, probablement trop, mais à la base, on est une compagnie de données, puis on bâtit des produits en utilisant l'intelligence artificielle par-dessus cette base de données-là pour essayer de générer de la valeur pour nos différents stakeholders. J'aime le fait que tu sois un peu plus macro, un peu plus micro en fait, dans l'approche. Mais je pense que c'est une approche similaire, puis je pense que c'est un problème qui est quand même assez similaire entre les deux. Quantifier les villes. Tu as même dit que vous êtes une compagnie de données, mais ça n'a pas commencé comme ça. Tu me parlais de ton parcours finance, urbanisme, c'est parti d'une valeur de rendre ça agréable comme voisinage ou de saisir c'est quoi l'impact d'une transaction financière sur il fait bon vivre dans ce quartier-là, c'est ça? En fait, regarde, pour nous, comme urbanistes, puis quand tu fondes une compagnie, t'as aussi, pour nous, on est une mission-driven company, là, dans le sens qu'on le fait pour l'impact qu'on veut avoir dans le monde. Puis, on s'est dit, écoute, on peut aller chercher une job comme urbaniste à la Ville de Montréal puis avoir un impact sur les politiques de la ville, ou on pourrait fonder une compagnie qui pourrait potentiellement changer la façon dont les décisions sont prises pour l'ensemble des villes du monde. Puis on a réalisé que le plus gros impact que tu peux avoir sur le développement des villes comme citoyen, comme acheteur de propriété, comme personne qui habite dans une ville, c'est le choix de où tu vas habiter dans la ville par rapport à où tu travailles, où tes enfants vont à l'école, où tu magasines, comment tu te déplaces. Puis on s'est dit, si on est capable d'aider à cette prise de décision-là, en quantifiant et en mettant de l'avant des externalités de ce genre de décision-là, de dire, OK, c'est quoi le coût de transport associé avec cette localisation-là versus celle-là, on serait capable d'influencer ou de modifier certaines décisions que les gens pourraient prendre en compte. Fait que nous, ça a été vraiment la base. Puis là, on dit, regarde, on le fait pour les résidents ou pour les acheteurs de propriétés, mais on veut aussi le faire pour les investisseurs. Parce que la réalité, c'est que le gouvernement peut créer plein de politiques associées au développement urbain. C'est le domaine privé qui développe nos villes. C'est eux qui vont décider quoi bâtir où, pour qui. Alors, on veut impacter, avoir une influence sur ces décisions-là en les aidant à considérer d'autres éléments que juste les éléments financiers. Puis aussi, évidemment, on veut travailler avec les municipalités pour les aider à mieux comprendre l'impact de ces investissements privés-là, puis mieux créer des politiques qui sont peut-être plus alignées avec nos objectifs comme citoyens. L'idée, c'est de rapprocher municipal, gouvernemental et vision privée. C'est ça, les aligner dans une direction civile. Mais en fait, c'est qu'on a réalisé que c'était un marché qui était totalement imparfait. Il y avait beaucoup d'informations qui étaient dures à comprendre. Tu sais, tout le gut feel. Si on sort aujourd'hui dehors là, sur le coin de rue, là,
intuitivement, on comprend c'est comment d'être là. Puis ça va être une combinaison de la largeur de la rue versus la hauteur des bâtiments, l'ensoleillement, la verdure sur la rue, l'utilisation du territoire. Donc, c'est quoi les commerces qui sont à proximité? Se projeter dans le futur. Ah, la ligne rose, elle va-tu arriver? Ou Hochelaga, ça fait combien d'années qu'on dit Hochelaga, c'est le prochain quartier? Absolument. Mais tout ça, on le comprend intuitivement, on le valorise, le marché le valorise, mais on le quantifie pas. C'est difficile de le comprendre d'une manière quantifiable, ce qui fait qu'il y a certains acteurs dans le marché qui vont mieux le comprendre que d'autres, qui vont le considérer dans des décisions ou non. Et donc, je pense qu'on va arriver avec des opportunités manquées dans le contexte du développement d'une ville. Puis il y en a plein d'exemples à Montréal où ça s'est passé comme ça. Là. Des opportunités manquées? Ben dans le sens que tu vois, il y a des quartiers, donc le Faubourg des Récollets, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à l'est du Vieux-Montréal. C'est un quartier qui est résidentiel, qui a l'air d'une banlieue, mais c'est dans le centre-ville de Montréal. Mais ça a été développé dans les années 80, je crois. Exact. Puis le marché était pas très fort, fait que il y avait peu de densité, et donc les promoteurs immobiliers ont fait un projet à basse densité. Mais maintenant, c'est une opportunité manquée, dans le sens que dans le contexte de la crise d'abordabilité, puis le manque de logements, c'est une belle opportunité manquée pour la ville. Donc, l'idée, c'est que si on avait plus d'informations, si on considérait d'autres facteurs que seulement les facteurs financiers dans ce genre de décision-là, ben peut-être que le résultat aurait été différent. Est-ce que on a plus un intérêt à utiliser ce genre d'outils-là, vos outils, dans un milieu à très haute densité, en ville, plus que en banlieue ou en campagne? Mais je pense qu'il y a des challenges différents dans les deux. On parle beaucoup de la crise du logement ici. À Montréal, surtout, je pense que de notre côté, ce qu'on essaie de revoir, c'est comment on construit plus, comment on construit mieux, comment on construit de manière plus optimisée aussi. C'est-à-dire que là, la majorité des nouvelles constructions qui sont faites, on prend ça avec un contexte de, OK, ben faut bâtir là parce qu'il y a un trou, il faut mettre un bâtiment là. Mais nécessairement, ce bâtiment-là, il est peut-être pas le mieux optimisé. Il peut peut-être rentrer un revenu aussi. Ça peut peut-être être un duplex, un triplex. Souvent, on vient les séparer de manière très cartésienne, tandis qu'il y a des manières de revoir l'aménagement intérieur aussi. Je pense que l'IA, de notre côté, est là pour aller analyser plein de différents scénarios, selon ton contexte aussi. Ça se peut que tu as une famille, ça se peut que tu n'en aies pas. Il y a différentes choses qui... Tu sais, c'est la job d'un architecte aussi, c'est de comprendre c'est quoi ta réalité, puis voici comment je vais designer ton projet. Mais je pense qu'aujourd'hui, on prend la décision sans nécessairement prendre le contexte de la personne, mais plus qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui peut être le plus rentable. OK, fine, mais je pense qu'il y a des gens, au final, qui se mettent à habiter dans ça, qui se rendent compte que c'est mal optimisé, que c'est mal fait. Donc... Avant d'aller un petit peu plus loin là-dedans, j'aimerais juste revenir sur vos débuts dans vos entreprises respectives. Je pense que Maquette, c'est arrivé en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était avant l'avènement de l'IA générative et de ChatGPT. Oui. J'aimerais bien savoir comment est venue l'idée de créer Maquette, avec quelles données de base et comment vous avez utilisé ça. Bien, on n'a pas été une compagnie qui s'est dit, voici l'IA générative, où ce qu'elle est rendue, il faut jumper là-dedans. Donc, nous, à la base, c'était juste de répondre à une problématique avec une solution. À la base, Maquette, c'était paramétrique. C'est-à-dire qu'on prenait des modèles de maison et on les dupliquait et on faisait des versions différentes. Donc, quand le client arrivait qui disait, ben j'aime ce modèle de maison-là, prenons un modèle de maison préfabriqué, par exemple. J'aime ce modèle-là, mais je rajouterais une chambre de plus. Ben nous, en background, on l'avait, cette chambre de plus-là, donc on lui proposait. Donc, c'est très paramétrique comme ça. On enlevait des blocs et on les rajoutait. Au fil du temps, c'est les clients qui sont arrivés en disant, ben je veux jouer avec ça. Si moi, je veux faire ce contexte-là, cette option-là, je sais pas c'est quoi l'impact que ça a, parce qu'on l'avait pas planifié, cet impact-là. Donc, par exemple, je veux rajouter un garage, ben là, ça avait un gros impact sur la circulation intérieure de la maison. Et là, la personne me disait, ben oui, il y a un garage, mais là, tout le reste fonctionne plus. Donc, c'est là qu'on a commencé à se lancer plus dans l'IA générative. À la base, la technologie n'était pas complètement adaptée à ça, mais je pense que c'est là qu'on a travaillé avec le MILA, avec Ivado, les centres de recherche ici, pour être capable d'adapter les algorithmes pour être beaucoup plus génératifs, puis pas plus juste dans l'automatisation, de créer des plans d'architecture, mais dans la réflexion aussi. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme un gros arbre, là, Maquette, c'est-à-dire que si tu bouges un point, ben on va être capable de dire c'est quoi l'impact sur tous les autres points également. Donc, si tu me dis, moi, le
garage, je le mets ici, mais ça se peut que tu viennes doubler la valeur de ton projet, mais ça se peut que tu viennes perdre la moitié de ton espace aussi. Donc, on bouge tous ces blocs-là pour savoir c'est quoi vraiment le meilleur espace habitable qu'on peut te concevoir. Les fils qui se tiennent, il y a des dépendances. Puis ça, c'est relié pas juste aux contraintes physiques, mais législatives. Oui, on a des contraintes législatives, on a des contraintes physiques, puis on a des contraintes de besoin. C'est-à-dire que le client, lui, il veut un walk-in attaché à sa chambre. Donc, il y a une contrainte de besoin qui est là, mais ça se peut que dans l'optimisation qu'on vient en faire, le walk-in, il faut qu'on le mette sur la façade avant, puis la réglementation veut pas accepter de fenêtre à cet endroit-là, puis là, on se ramasse à avoir un impasse. Donc, j'ai une question. Selon toi, est-ce que la vision pour ton entreprise puis l'industrie en général, est-ce que ça va être que l'IA va être un outil qui va aider une firme de service plus traditionnelle puis avoir un aspect humain tout le temps? Ou est-ce que tu penses que ça va complètement remplacer ça? Ça va éliminer le besoin de l'aspect de service? Je pense que l'humain est toujours impliqué dans le processus. J'ai l'impression, même dans les prochaines années, je pense que ça va être un outil d'aide à la validation, à la décision. Mais une chose est sûre, que notre vision, c'est qu'on veut déplacer un petit peu le pouvoir de création. C'est-à-dire, on veut que ça passe des professionnels au personnel. Parce que cette personne-là, souvent, elle veut prendre la décision sur son divan avec une coupe de vin en disant « Hey, j'aimerais ça meubler mon salon, puis en même temps, il y a un mur là, qu'est-ce que je fais, j'enlève-tu, etc. » Au lieu d'aller voir un architecte qui lui va dire « Je te vois dans 5 semaines », puis qui charge des honoraires à chaque fois. Donc, au final, l'architecte est juste déplacé dans ce processus-là. Il arrive à la fin pour valider, pour être certain que tout fonctionne, mais tout le processus d'exploration, de bouger des choses, etc., ça est beaucoup plus mis dans les mains du personnel. Je peux te challenger là-dessus? Vas-y, complètement. J'adore ça. Nous, ce qu'on dit souvent, puis je suis ton bord, là, mais quand même, je veux l'avocat du diable là-dessus. On dit, dans le contexte de l'urbanisme, c'est une forme d'art, mais ça devrait être une science, parce que le potentiel de vraiment avoir un impact néfaste sur la vie des citoyens est énorme. Complètement. Et donc, on ne peut pas niaiser avec ça. Right? Je pense que l'architecture, c'est encore sur un autre niveau. C'est reconnu comme une forme artistique. Ça peut être... c'est la troisième art. Puis ça vient au début dans la conceptualisation d'un projet. Là, toi, ce que tu dis, c'est qu'on enlève cet élément-là parce que l'architecte va venir à la fin. En fait, ce que je dis, c'est que quand tu commences un projet, il y a 1001 variables que tu dois prendre en considération. C'est la job de l'architecte, d'aller valider la réglementation, d'aller valider les besoins du client, d'aller valider sur ton zonage, sur ton terrain, qu'est-ce que tu peux construire. Ça, l'architecte, au début, il n'a pas tant un pouvoir de création tant que ça. Il vient juste tout prendre ces données-là puis concevoir une première esquisse dans laquelle ça va être une discussion avec son client. Donc maintenant, le client peut bypasser ça en disant, là, je comprends toutes les données qui sont là. Moi, je vais commencer à designer avec la première esquisse que Maquette m'a faite. Et là, je viens bouger des choses. Mais ça reste que l'architecte va être impliqué à un moment donné dans de la validation. Ça va prendre un système d'un architecte, ça va prendre quelque chose. L'aspect créatif vient après ça, finalement. L'aspect créatif vient à côté de ça, mais souvent, en tant qu'architecte, on pense qu'on a un gros pouvoir au niveau de la création, mais souvent, c'est le client qui va dicter qu'est-ce que réellement il veut. Moi, je suis là un peu pour guider, pour dire, si tu mets ta chambre là, voici la circulation, comment elle vient changer, puis tu vas passer là tous les jours, fait que voici qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, cette personne-là, elle a juste à se faire dire, ça marche pas, cette affaire-là. Donc, si tu veux le laisser par toi-même, là, il y a un outil qui peut te dire qu'est-ce que tu peux faire ou pas. Est-ce que votre outil, il permet de visualiser les frontières ou les limites de ce qui peut être fait, c'est-à-dire je déplace un mur là, il devient rouge parce que tu devrais pas vraiment le mettre là. Exactement. Tu sais, on fait un gros parallèle, ça a été compris dans Canva un peu plus là, où là tu faisais une carte d'affaires, tu prenais ton texte, tu le tassais de la zone d'impression, puis là ça te disait tu peux pas le faire là. C'est un peu la même chose pour l'architecture, c'est-à-dire qu'il y en a là qui ont des gros, tu sais, je te dirais qu'ils essayent de faire des maisons de 3000 pieds carrés sur des terrains que ça rentrera pas à la base là, où ils ont des budgets vraiment intenses, et c'est là de dire voici ce qui est faisable. Donc si tu viens tasser ton mur de 14 pieds, ta marge de recul ne fonctionne plus. Et le concept d'une marge de recul n'est pas compris par tous, mais est expliqué maintenant dans Maquette. C'est-à-dire qu'on fait juste là pour te dire, regarde, tu peux pas le faire à ce niveau-là. Donc, ça te permet de prendre une boundary qui dit, OK, maintenant, je vais aller explorer peut-être plus dans ce concept-là. Et de pas te faire dire par un architecte, ton concept déjà il fonctionne pas, mais voici, j'en ai fait un autre que tu vas peut-être aimer aussi. Il y a de la recommandation. Oui, exact. Voici d'autres options qui pourraient peut-être te Exactement. C'est la beauté de l'IA générative, en fait, c'est de dire, là, tu es un peu bloqué, mais voici 4 concepts qui pourraient découler de ce que tu fais. Donc, c'est dans le but de faire explorer. Donc, l'aspect créatif est quand même là. C'est sûr qu'il est plus automatisé, l'aspect créatif, mais ça reste que c'est un outil plus d'aide à la décision, de dire, soit que ce concept-là est validé, ou peut-être que ça va m'invalider aussi des concepts. Peut-être que je voulais 3 chambres, puis au final, c'est pas possible. Donc, je vais aller invalider ça, sans aller payer un architecte qui va me revenir
4 semaines plus tard en me disant ça, c'est pas possible, mais on a fait 2-3 concepts. Donc, c'est un peu l'objectif. Quand on parle d'IA générative, on crée des mots, on crée des sons, on crée des images, on crée des vidéos. Puis ce qu'il y avait avant ça, donc il y a un peu plus de 3 ans, c'est l'IA qu'on appelle désormais classique. Donc de faire de la prédiction, de la recommandation, de la détection. Puis là, on a devant nous 2 gars qui ont travaillé avec de la donnée à pu finir. D'un côté, c'est de pouvoir générer un paquet de scénarios plausibles qui correspondent à des contraintes. De l'autre côté, chez Localogic, est-ce que vous utilisez l'IA générative aussi? Oui, dans le sens, dans les produits qu'on va utiliser ou qu'on va bâtir par-dessus notre jeu de données. Mais tu sais, nous, on faisait un des produits qu'on a, c'est on prend notre jeu de données qui décrivent les villes ou les lieux, puis on écrit des textes, surtout pour les quartiers. Fait que un des produits, c'est du neighborhood profile, ça, c'est des profils de quartiers, c'est du texte qu'on a généré pour, je pense, c'est 56 000 quartiers aux États-Unis, au Canada. Puis c'est utilisé surtout à des fins de SEO pour nos clients. Fait que l'idée, tu es un Remax de ce monde, tu veux mieux ranker sur Google, tu veux que Google te reconnaisse non seulement comme expert de l'immobilier, mais aussi comme expert de l'immobilier dans ce quartier-ci de Austin au Texas. Nous, on va décrire le quartier pour que Google dise, eux, ils sont un expert de ce quartier-là. Fait qu'on a généré plusieurs versions de ce texte-là, puis on va dire, dans ce quartier-ci, tu peux il y a des magasins à proximité avec la rue commerciale, la plus proche étant celle-ci, avec des parcs, blablabla. Ça, on a fait ça, tu vois, ça fait déjà 7 ans de ça, mais c'était du rule-based. Fait qu'on avait un template, puis on allait tirer la donnée pour générer ces textes. Maintenant, on a des nouvelles versions qui vont utiliser finalement des modèles plus sophistiqués pour essayer d'avoir que ce soit des textes qui soient plus authentiques, mais aussi qu'il y ait plus de versions pour s'assurer qu'il y a des bienfaits SEO. La majorité de notre travail avec l'IA, c'est vraiment dans la prédiction, mais on se concentre beaucoup plus sur comprendre pourquoi on est arrivé à un résultat X versus avoir, prédire la valeur au dollar près d'une propriété. Fait qu'on va dire, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est de dire, cette propriété-là vaut entre ça et ça. Et les drivers of value, donc ce qui génère la valeur, c'est le fait que tu as une couverture de canopée d'arbres sur la rue qui est plus grande que la moyenne dans ton quartier. Ou tu as un café indépendant qui vient juste d'ouvrir, qui va générer plus de trafic piéton sur la rue commerciale à proximité et donc va générer un quartier qui est plus intéressant à y vivre. Fait que c'est vraiment de décortiquer la valeur en identifiant des caractéristiques spécifiques de la propriété, mais aussi du quartier, qui vont te permettre de mieux te projeter. Fait que là, ce que ça nous permet de dire, c'est de dire, OK, un quartier qui a ces caractéristiques-là va prendre de la valeur de cette façon-là, et donc d'utiliser ça dans nos modèles prédictifs, puis de dire, OK, mais dans 5 ans, la valeur de cette propriété-là peut avoir ça, et voici pourquoi. J'ai peut-être une question par rapport à... C'est quoi votre implication, en fait, avec les nouveaux modèles qui arrivent, là, avec la vague de nouveaux modèles, puis ChatGPT, etc. À quel pourcentage vous vous concentrez sur de la nouvelle IA versus l'intégration de modèles existants déjà? T'sais, nous, la valeur de Localogic, là, c'est la donnée qu'on a. C'est de la donnée unique. Fait que, puis j'en ai pas beaucoup parlé, mais à la base, ce qu'on a développé, c'est une base de données qui était... Surtout, c'est de la donnée ouverte, de la donnée qu'on a achetée, de la donnée qu'on a créée. Mais c'est surtout les indicateurs qu'on a bâtis. Donc, c'est de l'assemblage de différents jeux de données. Fait que c'est l'expertise en tant qu'urbaniste qui nous permet d'identifier, c'est quoi les éléments, les caractéristiques qui sont importantes pour bien qualifier un lieu. Où est-ce qu'on trouve cette donnée-là? Comment est-ce qu'on la clean, la donnée? Comment est-ce qu'on la garde à jour? C'est beaucoup plus difficile à faire de l'ingérer puis juste là. Puis comment on le fait à l'échelle? Fait que, exemple, on a un jeu de données ouvert sur, je peux prendre un exemple, la hiérarchie des rues. Okay? Mais une rue principale au Québec va être catégorisée différemment d'une rue principale au Texas, par exemple. Fait que là, il faut non seulement qu'on assemble un jeu de données national ou international dans ce contexte-là pour s'assurer que ça s'équivaut. Mais la contextualiser aussi. La contextualiser. Ouais. Puis après ça, il faut aussi trouver, il y a d'autres jeux de données que, exemple, je peux donner l'exemple des écoles. Un jeu de données qui est super intéressant, c'est l'attendance zone, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est la zone où, on dirait que tu achètes une maison, une école publique, tu vas avoir accès à une école publique spécifique si tu es dans une zone spécifique. Cette donnée-là, le shapefile, n'existe pas
surtout au Canada, tu ne pouvais pas avoir un jeu de données pour l'ensemble des écoles canadiennes ou même dans un contexte comme au Québec. En fonction de ton code postal, Exact. tu vas être assigné à certains services comme une école. Mais ça, c'est qui le sait? Puis s'il n'y a pas de... Fait que c'est ça. Fait que là, la seule polygone, donnée qui est disponible, c'est une des tactiques qu'on a utilisées, c'est qu'en fait, il y avait un site web où tu peux rentrer ton adresse, ton code postal, puis ça disait quelle école tu avais accès. Fait que là, nous, on a pigné ça avec tous les codes postaux, puis là, on a dessiné finalement les polygones qui nous donnent accès à ce jeu de données-là. Mais juste développer la technologie pour le faire, c'est une chose, mais la garder à jour, c'est extrêmement difficile. Parce que ça va changer. Puis personne ne va le dire à personne. C'est ça, exact. Après ça, c'est aussi de dire, tu sais, les exemples, les parcs ou la couverture de canopée, bon, on peut trouver le Open Data en Californie, mais c'est un PDF, puis pour y avoir accès, il faut que tu écrives un courriel à la municipalité qui va t'envoyer le PDF, puis là, toi, tu extrais la donnée du PDF pour générer un jeu de données géospatial que là, tu vas rentrer dans ton data pipeline. Fait que juste toute la technologie pour faire ça à l'échelle du Canada et des États-Unis, extrêmement difficile. Par la suite, il faut que tu développes l'algorithme, le modèle, de dire, OK, mais tu sais, je peux donner un autre exemple. On a un des scores qu'on a, c'est un niveau de bruit. Donc, on rank de 0 à 10 le niveau de bruit à une adresse. OK? Au début, on est comme, c'est facile, on va juste aller trouver les générateurs de son dans une ville. On va regarder c'est quoi la distance de la propriété à ce générateur de son-là. Puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a entre les deux pour voir s'il y a une absorption du son. Puis c'est des proxies. Puis là, on va faire une approximation du nombre de décibels associés avec ce générateur de bruit-là. Comment on fait pour savoir c'est quoi un générateur de son, je veux dire? Une autoroute, une ligne de train. C'est déjà bien identifié. Puis il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus, puis tu peux avoir accès à ces données assez rapidement. Tu sais, à la base de la première année, on avait acheté des sound meters, puis on faisait nos propres readings. Ça scale pas. Non, c'est ça. C'est bon pour un peu. Mais après ça, on a réalisé, en fait, là, c'est là la valeur de nos produits. OK, on a un jeu de données qui est totalement objectif sur le nombre de décibels approximatifs pour une propriété. Mais c'est pas nécessairement représentatif de mon expérience. Puis c'est ça qui est important. C'est quoi l'expérience de l'utilisateur dans ce lieu-là? Puis ce qu'on a réalisé à travers des feedback loops dans nos produits, c'est que la nuisance associée au son d'une autoroute est perçue très différemment de la nuisance associée à un parc pour enfants. Fait que là, soudainement, c'est pas le nombre de décibels objectif, mais plutôt ma perception de la nuisance associée à ce type de décibels-là. Fait que là, c'est bâtir des modèles, finalement, qui nous permettent d'intégrer ce genre de feedback-là pour donner la valeur à notre utilisateur final. Et comment vous faites pour rester à jour? Extrêmement difficile. Fait que c'est ça, c'est des data pipelines qu'on bâtit. Tu sais, exemple, les POS, des points d'intérêt, des business listings. Fait que l'ouverture et la fermeture des commerces, c'est extrêmement difficile à faire. Fait qu'il faut rouler nos pipelines de données en perpétuité, finalement, pour s'assurer. C'est compliqué la première fois, puis ensuite, c'est compliqué parce qu'il faut leur faire rouler à tous les jours. Fait que là, l'équipe, ça fait comme des années qu'on développe ça. Ça nous a coûté des millions de dollars, littéralement, à développer. Mais là, on est capable de le générer automatiquement basé sur des fils de données qu'on a. Mais tu sais, ça, c'est un point de données. Là. On en a des milliers de sources de données. En fait, vous êtes obligé d'avoir des pipelines d'automatisation dès que vous récupérez une donnée pour pouvoir le refaire après et pas que ce soit fait à la main. Exact. Fait que ça, c'est un des challenges. Mais après ça, fait que de cette base de données-là, nous, on bâtit des produits. Fait que nous, le concept, c'est de dire qu'on a cette donnée-là, puis on est capable d'assembler différents scores, différents indicateurs, différentes mesures qui rentrent dans nos scores pour développer des nouveaux produits avec des nouveaux use cases. Si je pense à Remax ou Centris, là, c'est pas une compagnie de données. Eux, ils veulent pas faire ça. Ils veulent pas nécessairement non plus intégrer de la donnée brute. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la rétention de leurs clients. Ils veulent plus de trafic sur leur site. Ils veulent plus de conversions. Des vitrines. Exact. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti des produits, donc des SDK ou des API, mais qui sont des produits bâtis, optimisés pour essayer dans ce contexte-ci, convertir plus de trafic en lead pour leurs agents. Des SDK et des API, ça, c'est pour des programmeurs. Fait que là, tu parles d'utilisateurs. Vous avez des millions d'utilisateurs, mais ce ne sont C'est qui? C'est des gens qui veulent acheter? C'est des programmeurs ou c'est des compagnies? On est une compagnie qui est B2B2C. Donc, on vend à d'autres entreprises, mais les utilisateurs finaux, c'est les gens qui vont aller, c'est tout le monde qui est sur Centris, là, finalement. Fait que le challenge pour nous, ça, c'est des challenges produits, c'est de dire, OK, ben, c'est qui on optimise pour qui?
On Des optimise. fois, ça vaut vraiment la peine de répondre aussi à cette question-là, des fois. Ben, tu sais, nous, notre décision comme compagnie, c'est de dire, ben, nous, on veut créer de la valeur aux utilisateurs finaux, Exact. mais on veut être aligné avec les besoins de nos clients. Puis c'est pas tout le temps facile. Tu sais, quand on a commencé au début, nous, notre mission en tant qu'urbaniste, on était comme, on va être objectif, puis on montrait les avantages et les inconvénients de chacun des lieux. Puis là, nos clients en immobilier disaient, ben, moi, ma job, là, c'est de marketer et vendre une propriété. Quand tu me dis que cette maison-là est pas bonne parce qu'elle est à côté de l'autoroute, ça m'aide pas. Right? Mais nous, on a dit, ouais, mais en même temps, check, c'est important. Puis il faut que le client le comprenne aussi. Puis je pense que si ça vient d'une autre source et non pas de l'agent ou du brokerage, ben c'est une à la valeur aussi. confiance. Exact. Fait que ça a été, tu sais, je pense que ça a été une adaptation aussi pour le marché de le faire, mais il y a de plus en plus de données, c'est disponible maintenant. Tant qu'à ça, mettez-le sur votre site puis gardez dans le funnel. Fait que ça, c'est un exemple de un use case pour un utilisateur, mais ultimement, on est une compagnie de données, on bâtit des produits par-dessus cette donnée-là. Mais à la base, ce qui est le IP, là, la valeur de LocalLogic est dans notre base de données. Ça nous permet de faire des choses totalement uniques. Puis c'est de la donnée qui est unique, qui est différenciée, qui est très difficile de répliquer. Parce que là, c'est là que je voulais aller. Là, puis je parle beaucoup, là, mais mon dernier point, c'est qu'on a cette base de données-là qui quantifie les éléments d'une ville. Mais on a aussi ces 22 millions d'utilisateurs-là. On a des milliards de points de données sur l'utilisation de nos API, de nos SDK. Fait que chaque fois qu'il y a quelqu'un... Le feedback dont tu parlais. C'est ça, le feedback. Mais aussi, chaque fois que quelqu'un dit « Hey, je veux de l'information sur cette propriété-là », ben nous, on a une idée de « Hey, il y a un utilisateur ici qui veut de l'information sur la propriété et qui va nous donner du feedback. Ton score de 8 sur 10 devrait être à 7 sur 10. » Fait que cette utilisation de nos produits-là génère des feedback loops qui nous permet de rentrer ou d'améliorer la qualité de nos modèles à travers cette donnée unique-là. Et ça doit aussi vous servir pour savoir, pour découvrir l'attractivité d'un quartier, de se dire, ah tiens, soudainement, ici, il y a plein d'utilisateurs qui viennent regarder ce qui se passe dans le quartier, c'est que ça intéresse et donc on peut être plus au courant, regarder davantage qu'est-ce qui va se construire et même, j'imagine, auprès des villes, leur dire c'est là que ça va se passer l'année prochaine. Ouais, bien, c'est aussi, puis c'est générer de la valeur pour ces propres sites-là. Tu sais, c'est de dire, ben, regarde, comme agent immobilier, il y a beaucoup d'intérêt pour ta propriété ou il y en a moins, ou les gens qui recherchent puis qui convertissent sur une propriété semblent être intéressés par des lieux de ce type-là. Donc, quand tu vas les contacter, tu vas être capable de mieux les aider en proposant d'autres alternatives qui sont alignées avec des fois, c'est facile de comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien, mais c'est aussi facile de comprendre pourquoi la personne a voulu acheter cette résidence-là et finalement ne l'a pas acheté. Donc, c'est une donnée qui est aussi pertinente là, de dire, ben, finalement, c'est une donnée qui a fait en sorte que la maison était plus intéressante pour cette personne-là. Donc, ça, c'est de la donnée pertinente pour un promoteur aussi ou un agent immobilier. Oui, absolument. Oui, puis c'est que, on a fait des projets avec des promoteurs immobiliers où c'était... sans les nommer, là, en gros, il était comme, hey, moi, j'ai un gut feel que je peux faire. C'était des townhomes, des maisons. Des mini-maisons. Non, des cottages, non? Cottages dans un quartier assez urbain à Montréal. Il n'y avait aucun comparable sur le marché. Puis là, il n'était pas capable d'aller chercher son financement parce qu'il disait, les banques disaient, ben regarde, selon nos calculs, selon les transactions historiques, tu ne seras pas capable d'aller chercher ce prix-là parce que le quartier n'est pas rendu là, pas capable d'absorber ce genre de produit-là. Puis là, nous, ce qu'on a réalisé, ben on dit, ben regarde, en fait, il y a plein de monde qui sont en train qui cherchent pour ce produit-là en ligne, mais qui ne le trouvent pas. Il n'y a pas de supply. Il n'y a pas d'offre sur le marché. Puis la banque n'y croyait pas, mais en fait, c'est vous qui aviez la donnée pour le confirmer. Mais la banque n'y croyait pas parce que c'était jamais arrivé avant. Fait que le problème avec l'immobilier aussi, c'est qu'il y a très peu de transactions qui se passent comparé à n'importe quel autre actif. Puis, c'est toute la valeur future dans le marché est quantifiée ou est calculée selon les données historiques. Fait que nous, ce qu'on voit, c'est qu'on dit, en fait, non, il y a une demande latente qui est non répondue parce qu'il n'y a pas d'offre. Mais si tu n'en as pas, comment tu fais pour savoir qu'il y a du monde qui le veulent? Parce il y a où le feedback? Il y a de la recherche, il y a des gens qui désirent un peu comme des mots-clés, mettons, sur Google. Les gens recherchent énormément ça, mais ne trouvent pas ce qu'ils veulent au final. Donc, il y a ça, mais aussi de dire, là, c'est la valeur de pouvoir enlever la localisation comment je pourrais expliquer? On est capable de soustraire l'aspect localisation du bien immobilier. Donc, de dire, OK, la maison, elle vaut 1 million ici, puis elle vaut 1 million là. Mais si c'est une maison à Laval versus une maison à Westmount, si tu enlèves l'aspect localisation, puis tu regardes juste le bien immobilier, mais peut-être que la maison à Westmount, elle vaut beaucoup moins que la maison à Laval.
Fait que nous, on est capable de dire, ben, en prenant en considération les aspects de localisation de l'actif immobilier, on est capable de mieux comprendre la valeur de l'actif. Ouais. Fait que là, dans ce contexte-ci, quand on n'est pas d'affaires, si on dit, ben, regarde, la maison à Rosemont, le projet à Rosemont, c'est des dynamiques de marché qui sont très similaires, puis c'est un environnement urbain qui est très similaire aux maisons qui se sont vendues dans Saint-Henri il y a 2 ans. On dit, en fait, c'est des milieux de vie qui sont pareils. Et donc, on est capable d'augmenter le pool de comparables, d'aller chercher une valeur estimée qui est beaucoup plus proche de la réalité parce qu'on a plus de comparables. Mais ça, c'est ce que tu viens d'expliquer là, c'est le principe de régression. Essentiellement, c'est quoi l'impact de chacun des facteurs ou ce qu'on appellerait dans notre jargon de chacune des dimensions. Puis quand tu veux faire abstraction de l'une des dimensions, ben, c'est comme si je mettais une lampe sur mon objet qui est ce que j'ai construit, qui me donne la valeur, mais je veux juste regarder son ombre. Fait que là, j'enlève toute la portion qui est associée à la location parce que son ombre, ça prend en compte tout le reste sauf la localisation. Fait que ça, c'est essentiellement une façon, mais là, tu parlais aussi dans le temps, fait que de pouvoir comparer non seulement en fonction de la localisation, mais en plus en fonction du temps puis de la progression. Tu peux voir une progression là, tu dis, ben la trajectoire là, ça va peut-être être la même sur des facteurs similaires. Tu as bien compris? Absolument. Puis c'est ça, puis l'immobilier, c'est un problème, c'est une industrie avec des problèmes quand même assez fascinants, puis c'est extrêmement complexe. Parce que là, on peut juste parler de même juste l'actif de la maison, tu le sais plus que moi. Il y a plein de facteurs qui vont avoir un impact sur la valeur. Mais là, si tu prends en considération la ville aussi, tu sais, la ville, c'est un écosystème hyper complexe. Fait que tu changes la largeur d'un trottoir, ça peut avoir un impact sur la valeur d'une propriété 2 rues plus tard parce que ça va augmenter l'achalandage, il va y avoir des commerces qui vont venir s'installer, les commerces vont faire en sorte qu'il y a un vibe à ce quartier-là qui change, et donc soudainement, il y a une gentrification qui arrive. Fait que mais le problème, c'est que traditionnellement, il y avait très peu de données. Exact. Je trouvais ça vraiment intéressant aussi quand tu disais que, par exemple, une autoroute peut générer du bruit, puis le bruit n'est pas perçu de la même manière en fonction de si c'est une autoroute ou un parc. Une expérience subjective. Exact. Nous, on a vécu exactement ça, où au final, les algorithmes sur papier pouvaient dire ceci est un excellent plan d'architecture, et que la personne disait c'est le pire de plan d'architecture que j'ai vu. Parce que ça reste de l'or. En fait, c'est là qu'on voit vraiment que c'est de l'or, parce que techniquement, la circulation est bonne, les ouvertures sont là, on a bien respecté le nombre de pièces, mais c'est pas ce que tu avais en tête. Donc, nous, il faut comprendre ce que les gens ont en tête et c'est ça qu'on essaie aussi de mettre dans la donnée de nos algorithmes prédictifs, c'est de dire qu'est-ce que tu as en tête, qu'est-ce que tu essaies de faire. Le feedback loop, il est là. Hein. Je me rappelle, on en parlait il y a quelques mois de ça déjà. Tu avais des clients qui viennent pas juste du Canada, mais qui sont de partout à travers le monde. Fait que leur réalité, en fait, vous avez aussi un gros projet qui se passe au Japon. Et là, on parle de réalités qui sont complètement différentes. Comment on fait pour plaire à tout ce monde-là? Au début, on plaît pas à tous ces gens-là. Donc, nous, on faisait notre petit bonhomme de chemin en Amérique du Nord. Mais rapidement, bon, les gens se sont dit, c'est une technologie assez intéressante où ce que je peux explorer des choses, mais je le sais que le output n'est pas ce que je désire. C'est-à-dire que là, je suis en Allemagne, puis je génère un plan. Ça me génère un plan très nord-américain. Donc, ils prenaient quand même nos outils. On a mis une panoplie d'outils pour qu'ils adaptent le plan. On a fait comme un produit minimum viable en disant, au moins, tu peux bouger un peu avec puis l'adapter à ta sauce. Ce qu'on fait avec le Japon, c'est complètement l'inverse. Parce que là, on s'est dit, on va vraiment développer un pipeline de génération japonais. Où ce que là, c'est des plans qui sortent de l'algorithme, qui sont des plans japonais avec des pièces japonaises qui prend la réglementation japonaise en considération. Pourquoi? Parce que c'est une demande gouvernementale qui est venue de là-bas pour dire, on a une crise du logement, il faut construire des millions de maisons d'ici 2030. On n'a pas assez d'architectes pour le faire. Et actuellement, les gens sont assis sur des espaces de vie où ce qu'ils peuvent venir séparer pour peut-être les rentabiliser, mais aussi pour justement faire place à d'autres personnes parce que la population est super vieillissante. Là. Mais là, dans ce cas-ci, est-ce que le Japon s'est tourné vers vous pour votre expertise ou parce que votre technologie est facilement réplicable à d'autres cultures? Au début, pour notre expertise, en fait, faire le parallèle, c'est un peu comme si le gouvernement provincial ici avait contacté une des grandes compagnies au Québec en disant « Allez trouver la technologie, ça nous prend ça ». Le Japon se sont revirés sur eux-mêmes, se sont dit « On n'a pas la technologie pour le faire », sont allés en Asie, finalement, pas plus, donc sont arrivés chez le Mila. Le Mila nous a mis en contact avec eux parce que le Mila a une grande réputation mondiale aussi.
Et littéralement, c'est notre générateur de plans qui les a attirés. C'est-à-dire qu'on était capable de le modeler pour rentrer des nouvelles contraintes, parce que dans le fond, au final, des pièces et des agencements entre les pièces, c'est des nœuds avec des circulations qu'on crée. Et ça était facilement modifiable pour prendre en considération des nouvelles pièces au niveau de l'architecture. Donc, ils ont des pièces qu'on n'a pas, nous, chez nous. Donc, c'était plus facile de modeler ça que de créer un algorithme à partir de zéro. Donc, par exemple, des pièces qu'on n'a pas chez nous et qu'il y a au Japon. Je suis curieuse de savoir c'est quoi la grosse différence de là à développer un nouveau modèle pour eux. J'avais vu les salles de bain sont très différentes. Oui, ben, ils ont des pièces sanitaires qu'ils appellent. Ils ont des pièces aussi pour leur salle à manger, faites complètement différemment de nous. Nous, on est très air ouverte. Là. On est très salon, salle à manger, cuisine, tout à air ouverte. Eux, ils essaient de compartimenter un peu plus. Ils essaient aussi de créer, souvent c'est sur un étage. Ils ont souvent des maisons sur un étage. Ou si c'est sur 2 étages, il y a des usages différents. Donc, c'est souvent une nouvelle personne qui va habiter en haut. Et ils ont des pièces aussi, par exemple, avec des tatamis. Ils ont des endroits où ils viennent se ressourcer. Ils ont des endroits aussi pour enlever leurs chaussures. Donc, c'est pas nécessairement des garde-robes comme nous. Donc, tous ces mini-ajustements-là fait en sorte que quand tu regardes ça au niveau de la donnée, quelqu'un au Japon ne se déplace pas pareil dans une maison comme quelqu'un au Canada. Donc, nous, on a toujours des parcours un peu similaires où on va se retrouver beaucoup dans la cuisine, on va se retrouver dans les pièces de vie. Eux, ils vont souvent dans des pièces qui sont plus privées. Donc, ils vont aller directement plus dans des chambres. Ils vont passer par des chambres pour aller à des endroits. Donc, c'est un peu différent au niveau de la circulation. Puis, quand on se met à analyser ça, on se rend compte que finalement, on ne vit pas de la même manière. On n'habite pas un endroit de la même manière, en fait. Le fameux potluck au Québec autour de l'îlot dans la cuisine, eux autres, ils n'ont pas ça. Non, exact. En fait, c'est très rare qu'ils se rassemblent beaucoup dans les maisons. Ils se rassemblent parce qu'ils vivent en communauté beaucoup plus que nous, mais c'est pas des happenings comme nous. Mais ça fait du sens, en fait. Fait que l'idée, c'est que la technologie de base, le concept de base reste le même, mais c'est plus après ça les critères ou les caractéristiques par-dessus cette technologie qui changent selon la culture. Nous, on a bâti des algorithmes qui fonctionnent avec qu'on appelle des graph layouts. Donc, on est capable de dire la pièce qui est là est attachée à quelle pièce et comment elle pourrait être configurée. Donc, au final, on vient changer les usages de nœuds et on vient changer les usages de circulation et on se rentraîne sur de la donnée qui, eux, de la manière qu'ils vivent, etc. Donc, on analyse une série, à peu près une quinzaine de données sur autant comment leur mode de vie, sur comment ils circulent dans des bâtiments, etc. C'est comme ça qu'on peut adapter. Ça serait quoi cette donnée-là? Donne-nous un exemple de... Oui. En fait, principalement, la donnée, c'est de comment ils conceptualisent un plan à la base. Donc, déjà, ça nous donne un bon indicateur de comment ils viennent placer leurs pièces selon une circulation. Donc, déjà, on s'entraîne là-dessus. Après ça, c'est des plans que vous avez récoltés. Oui, exact. On a travaillé avec une compagnie qui nous ont donné leurs 30 dernières années de plans. Donc, voici comment nous, on conceptualise et c'est des bons plans vu qu'ils sont approuvés par des clients et approuvés à la ville. Ensuite, on fait beaucoup d'algorithmes prédictifs. C'est-à-dire qu'on génère un premier plan pour leurs clients et on regarde à partir de là jusqu'où ils se rendent. Donc, quelles modifications ils viennent faire parce qu'au final, la finalité, c'est ce qu'ils désirent. Donc, on vient comparer tout ce qui est entre les deux pour savoir, OK, ben nous, on pensait que c'était ça que tu voulais et finalement, tu ressors avec ça. Donc, qu'est-ce que nous, on n'a pas compris là-dedans qu'on doit adapter pour te produire la première bonne génération pour toi? Et souvent, c'est des questions de circulation. Souvent, on vient générer une première version puis ils disent, moi, je rentre par le côté, fait que je pense que je remettrais ces blocs-là plus dans cette situation-là. Donc, on essaie de mieux comprendre ça. Donc, c'est les 2 gros critères qui font en sorte qu'on peut adapter nos algorithmes à leur réalité. Ouais, ça, je trouve ça trippant parce que tu parles de circulation dans une maison. Ouais. Puis là, on parlait de ce qui fait bon vivre dans une ville. Ça serait quoi qu'il faudrait... En fait, vous êtes aussi dans plusieurs villes à travers le monde, pas juste en Amérique du Nord, donc vous devez rencontrer ce genre de défi-là aussi chez Localogic. En fait, nous, ça a été un apprentissage assez récent. On n'était pas sûr si on allait développer un modèle ou plusieurs modèles. Puis ce qu'on a réalisé quand même assez rapidement, c'est que il fallait développer des modèles par ville, par région métropolitaine. Parce que, même chose que toi, ce qui est un quartier optimal à Dallas au Texas va être très différent d'un quartier optimal à New York ou dans une ville peut-être plus urbaine. Fait que quand on pense à la valeur attribuée à un actif immobilier, c'est dans le contexte du milieu urbain où il se trouve. Fait que c'est le même apprentissage, je pense, totalement différent, mais c'est culturellement. Mais on va le voir. Puis là, je donne un exemple extrême, mais être proche d'une station de métro à Montréal va augmenter. En fait, c'est plus compliqué que ça, là, c'est un bell curve, mais jusqu'à un certain point, être proche d'une station de métro à Montréal va augmenter la valeur de ta propriété. Si tu es trop proche, ça va réduire la valeur de ta propriété. Mais dans une ville comme Atlanta ou Dallas,
être proche d'une station de métro, de transport en commun, va être néfaste pour la valeur de la propriété parce que les gens vont préconiser des endroits qui sont calmes, plus des milieux de vue plus proches d'une banlieue finalement. Ouais. Fait que ça va dramatiquement changer le modèle que tu vas développer par région métropolitaine. Les gens ne vont pas te le dire, c'est plus ça que je veux. Faut que c'est à travers des clics, c'est à travers des j'aime pas ça que tu finis par le savoir. Ouais. C'est-tu des feedback loops que vous installez justement pour comprendre ça? C'est les modèles qui nous le disent. Qui nous le disent, en fait, nous, on a quand même de la donnée de transactions immobilières, puis il y a un chiffre. Là. C'est pour ça qu'à la base, on savait pas c'était quoi la variable pour laquelle on veut optimiser, c'est quoi la variable qu'on veut trouver. Et puis finalement, la valeur monétaire est une valeur qui est objective. C'est un proxy. Exact. Puis on est capable on a assez de données historiques aussi pour le faire. Fait qu'on est capable de se rapprocher de la valeur monétaire pour essayer de prouver ou disprove finalement un de nos hypothèses à travers des modèles qui le prédisent. Ouais. C'est souvent de la donnée qui n'est pas exprimée par les clients. Moi, je parle beaucoup de circulation, mais c'est très rare qu'un client va s'asseoir en face de moi et va dire « Réfléchissons à la circulation ». C'est juste que la personne ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qui fait un bon plan d'architecture. Mais tu sais, là, tu parles, puis je t'entends parler, puis je trouve ça intéressant parce que même là, quand tu vas regarder, ça pourrait être un input, puis on devrait se parler après, là, mais un input pour la valeur monétaire, de dire « OK, à quel point est-ce que cette propriété-là répond aux critères culturel du marché dans lequel il se trouve. Ça pourrait probablement être un prédicteur de valeur. Exact. Même si toi puis moi, on rentrerait puis on serait pas capable de le déterminer. Non, exact. Un bon exemple de ça, c'est tous les appartements à Montréal qui ont été faits avec des longs corridors en rentrant. Là. Donc, ça a été fait principalement parce que techniquement, c'était plus simple de le faire. Mais au final, là, tu rentres dans un appartement sur des rues majoritairement à Montréal, tu rentres un long corridor, là, puis là, tu as les pièces de vie dans le fond, ce qui est complètement pas logique, mais nécessairement, ça a été fait une raison technique et plus facile à reproduire. C'est parce qu'à ce moment-là, quand la vague de construction, c'était faut shipper. Fait que on veut des murs droits. Mais c'est une réponse, oui, à pourquoi ça a été fait comme ça, mais il y a plusieurs raisons. Là. Surtout qu'on commençait à avoir des murs mitoyens, donc fallait différencier entre l'avant et l'arrière. Donc, comment qu'on fait pour placer certaines pièces en avant, en arrière pour avoir de la luminosité. Fait je pense qu'ils ont juste trouvé des solutions temporaires, mais au final, aujourd'hui, on se rend compte que les nouvelles constructions qui sont faites avec des murs mitoyens sont vraiment mieux optimisées. Puis on profite beaucoup plus des façades qui sont sur rue, par exemple, ou dans des cours arrière, ce qui a été mal fait dans le passé, mais bon. Est-ce que vous le quantifiez ou vous l'exposez, cette valeur-là? Puis, dans le sens que, tu sais, cette maison-là, peut-être qu'il y a moins d'espace, moins de superficie, mais le feeling, le vibe de la maison est là. Mais nous, on le comprend. Maquette le comprend. Est-ce qu'on l'utilise? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'on la vend? Est-ce qu'on la met de l'avant? Non plus. Nous, notre objectif, c'est de assez bien comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas dans un plan pour pas le reproduire dans une nouvelle conception. Fait que de plus en plus, nous aussi, on emmagasine énormément de données, puis je pense qu'on va venir la faire travailler. Actuellement, on se concentre beaucoup sur la réalisation d'un bon plan d'architecture, mais c'est sûr que nous, on emmagasine plein de données. On emmagasine sur le fait que les gens, de plus en plus, on voit que déjà, les espaces à air ouverte commencent à rétrécir beaucoup. Donc, on commence à avoir des espaces un peu plus privés. Donc, déjà, ça, on le voit dans la manière que les gens conceptualisent des plans. Donc, et un vrai client va dire la vraie réponse, pas l'architecte qui va nous donner cette réponse-là. C'est le client qui va dire, moi, je veux cette pièce-là à cet endroit-là. Donc, c'est ça qu'on essaie de comprendre le plus possible. Les tendances, c'est comme des modes, ça change au fil des années. Là, tu dis, on voit dans cette direction-là, puis ça va peut-être revenir dans une autre direction. À l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un building, tu peux pas changer ça à tout vent. Là. Donc, comment est-ce que... C'est comme un gros paquebot qui tourne. Comment est-ce qu'on peut vraiment capturer des petits points de changement? Là, parce que tourner, ça va prendre vraiment longtemps. Fait à quel moment tu te dis ça, c'est un signal versus ça, c'est juste du bruit? Oui, mais je pense que toi, tu dois le voir plus au niveau macro. Nous, au niveau micro, quand tu conceptualises un bâtiment sur un terrain, tu es un peu contraint parce que la direction de la ville va prendre. Donc, je peux pas trop bouger là-dedans. Moi, ça me donne un cadre bâti dans lequel je vais bouger là-dedans. Je pense qu'après ça, la ville doit avoir a son importance dans le fait d'amener la ville à un certain endroit pour mieux revoir les circulations aussi, les rues secondaires, les rues tertiaires, etc. Je pense que tout ça doit être vu et nous, ça nous donne une indication après ça comment on peut bâtir après ça dans un lot de terrain. Mais de là, l'importance de la donnée, je pense, dans ce genre de décision-là. Parce que si tu arrives avec la ville et tu dis, regarde, selon les X nombre d'analyses qu'on a faites, voici où est-ce que ça s'en va. Puis nous, c'était un peu ça. À la base, quand on a commencé, on a dit, regarde, il faut qu'on extrait les externalités d'une décision immobilière puis qu'elle soit prise en considération. Puis
un exemple concret, ça peut être de dire, ben, OK, c'est quoi la différence entre habiter à Laval versus à Montréal? Si dans le contexte où tu travailles à Montréal, ben, c'est X heures dans la voiture par jour, par année. Voici l'impact sur le prix de l'essence. Voici l'impact sur ta santé. Est-ce que tu considérais traditionnellement ta santé dans le cadre de l'achat d'une propriété? Non. Mais c'est super important. Puis ça peut avoir un impact vraiment énorme sur ta vie. Fait que si tu es capable de prendre ça en considération à travers la donnée objective, ben peut-être que la différence de prix va valoir la peine. Tu peux peut-être le payer de 100 000 de plus pour être dans un endroit qui va avoir un moins gros impact néfaste sur ta santé. Puis je pense que c'est là la valeur de ce genre de données-là qu'on est capable de collecter parce que tu as raison, Rémi, les villes qu'on bâtit aujourd'hui vont être là pour au moins 100 ans. Fait qu'on a une responsabilité énorme pour les futures générations de prendre les bonnes décisions et de considérer plus que juste l'aspect financier, que juste les choses qui sont faciles, entre guillemets, à quantifier. Quand tu voyages un peu, tu te rends compte les villes qui ont été bien réfléchies, là, qui sont bien pensées, où ce que tu sors de justement un train et tu es comme, OK, tu sais, c'est logique. Là. Donc, est-ce que ce serait pas les... Je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est les villes les plus récentes où tu te dirais ce genre de choses, ou même des vieilles villes? Moi, je compare, en France, on a des villes qui sont quand même très, très vieilles, mais si je regarde Montréal, c'est quand même très récent, Toronto aussi. Et je serais curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus. Tu pourrais donner aussi le tien, mais je pense que pour moi, c'est une ville qui a une vision. Une ville qui a une vision est capable de faire des interactions pour se rendre aussi à quelque chose de logique. Je pense qu'il y en a des villes en Europe là, qui ont pris cette décision-là. Regarde les pays scandinaves la majorité du temps, la circulation est relativement bien pensée. Je pense que c'est des villes qui ont des visions qui réussissent à faire ça. On a parlé sans le dire de jumeaux numériques. Essentiellement, on réplique une réalité qu'on voit dans le monde physique, puis on essaie de la rendre digitale le plus fidèlement possible. C'est un concept qu'on voit dans l'aérospatial, ou qu'on a vu il y a quand même longtemps dans l'aérospatial, où est-ce que l'idée, c'était de voir, je tourne mon rotor comme ça, j'utilise mon avion de cette façon-là, il a été exposé à tel vent, telle météo, ça use comment pour pouvoir... On veut pas que ça pète pendant le vol. Fait que oui, il y a de la maintenance préventive, mais est-ce qu'on peut faire de la maintenance prédictive? Puis le jumeau numérique nous amène dans cette direction-là. Là, tu parlais du design qui est réfléchi, puis de pouvoir voir les outils que vous avez designés, essentiellement, ça permet de prendre une décision intelligente pour voir l'impact puis les répercussions sur des choses qui sont macroscopiques. Oui, le gut feeling de comment acheter une maison, oui, c'est quoi qui me plaît dans une maison, mais finalement, ce qui me plaît, c'est de pouvoir me déplacer, mais je l'aurais pas dit avec ces mots-là. Fait que là, on est capable de jouer avec ce jumeau numérique-là, puis ça m'a fait penser à... il y a un jumeau organique qui existe, là. C'était en Asie, je pense qu'il y avait comme un réseau de trains qui a été répliqué par de la bouffe qui a été mise sur un plateau, puis du mycélium, un champignon qui essentiellement va chercher à aller rejoindre ces points d'eau ou ces points de nourriture-là. Puis les trajets, la toile qui a été faite, on met ça sur Google Maps, on voit que c'est le train, le TGV, il est comme ça. Puis ça a été une immense validation de cool, ça a été fait. Le mycélium l'a fait en 24 heures. Le réseau de train a été construit en 100 ans. Donc oui, il y a eu un besoin qu'on a observé. On a besoin de se rendre là. Est-ce que it makes sense de construire un réseau ferroviaire qui va par là? Mais c'est parce qu'on comprenait avec les données qu'on avait. Maintenant, on a besoin de vraiment plus de données. On en a besoin de ces données-là pour prendre des décisions qui sont plus subtiles. Puis surtout, dans vos deux cas, c'est que c'est privé. Nos décisions ont un impact public, mais c'est une décision qui est faite individuellement au niveau privé. Ben, nous, quand on superpose ce qu'on appelle les graph layouts, chez nous, on enlève les murs, les portes, les fenêtres, là, on fait juste mettre des points au centre de chacune des pièces et des liens entre les pièces. Ça fait exactement ce que tu mentionnais. C'est-à-dire que souvent, tu as des patterns qui se font de pays en pays. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, où ça nous permet d'avoir des tangentes quand même pour mieux prédire où est-ce que la personne s'en va. Dans le sens qu'il y a des tendances macroscopiques. Oui, complètement. Oui, exact, c'est sûr. Puis ça vient avec les modes de vie, ça vient avec aussi en fonction du budget des gens. Plus ta maison est grande, plus il y a de la perte d'espace. Et ces espaces-là ne sont pas bien utilisés actuellement. Donc, on a des maisons de 4000 pieds carrés qui sont mal utilisées. Fait que oui, c'est sûr qu'on regarde un peu tout ça. Je pense que ça a été fait aussi aux États. Il y a eu ce qu'on appelle des chemins naturels là, en urbanisme où tu vas voir une partie asphaltée puis tu vas voir un chemin qui a été fait à travers du gazon où tout le monde passe par là. Donc, je pense qu'il y a un bâtiment ils ont juste gazonné tout l'espace et ils ont laissé les gens marcher pour voir où est-ce que les chemins naturels
fonctionnel se créait. Et après ça, ils ont asphalté aux endroits où ce que les gens passaient. Là. Donc, ouais. Moi, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on était au tout début de ça. Au début, je disais, puis je pense que c'est la même chose pour toi. Là. Parce que l'urbanisme, je pense que l'architecture, c'est la même chose. C'est considéré comme une forme d'art quand ça devrait être une science. Mais ça peut pas être une science s'il n'y a pas de données objectives pour le faire. Non, c'est émotif. C'est ça, c'est émotif pour l'instant. Mais je pense qu'avec des compagnies comme les nôtres, on va collecter de plus en plus de données, ce qui va nous permettre finalement d'optimiser les designs qu'on fait en considérant pas juste les données faciles à comprendre, mais les données qui sont extrêmement complexes. Tu sais, moi je dis, puis je suis sûr que une maison c'est la même chose, une ville c'est un écosystème extrêmement complexe et interrelié. Tu changes une variable dans la ville, dans le cadre bâti, puis ça va avoir un impact sur l'ensemble des autres variables. Fait que de modéliser cet impact-là, c'est important parce que, tu sais, on parle beaucoup des pistes cyclables à Montréal, mais c'est démontré. Tu ajoutes une piste cyclable, oui, ça a un impact positif pour les cyclistes, mais ça a un impact positif pour les commerçants, pour la valeur des propriétés aux alentours. Donc, la ville est capable de récolter plus de taxes parce que l'augmentation de la valeur des propriétés. Et ce lien-là n'est pas intuitif, puis ça devient un enjeu politique, mais si on le quantifie, puis on le démontre, on serait capable peut-être d'avoir une vision plus agressive ou du moins plus grande pour nos villes. Puis je pense qu'au fur et à mesure que ce genre de technologie-là va être développé, puis qu'on va avoir plus de données pour développer ces argumentaires-là, on va être capable de développer des systèmes ou des milieux de vie qui vont être encore plus optimisés et représentatifs des besoins des utilisateurs. Si je te relance par rapport à ta question que tu m'as parlé tantôt, si tu dis, ça fait que 2 fois que tu dis ça devrait être une science, où est la place de la création quand c'est une science? Mais je pense qu'il y a 2 éléments. Je pense qu'on peut être créatif dans la façon dont on fait les choses, mais je pense que en ce moment, on a de la misère à déterminer qu'est-ce qui est positif ou négatif, qu'est-ce qui est relié. Tu sais, je parlais de l'enjeu de la santé dans le choix de propriété. C'est pas intuitif là, comme lien, mais si on le comprend, après ça, on peut être plus créatif pour régler ou optimiser ce problème-là. L'enjeu traditionnel, c'est qu'il y avait très peu de données objectives. Fait que tu ne pouvais pas appliquer des modèles d'intelligence artificielle parce que tu n'avais pas la donnée pour le faire. Fait que là, ça devenait des gens qui, dans leur sous-sol, disaient c'est ça qu'il faut faire. Puis en urbanisme, tu as des perspectives très, très différentes. Tu as Jane Jacobs, qui est West Village à New York, en disant l'impact de Eyes on the Street. Fait qu'il y a des commerçants qui regardent la rue, fait que c'est un environnement plus sécuritaire et donc plus intéressant. Puis tu as Robert Moses qui dit non, on détruit tout puis on met des autoroutes pour optimiser la circulation. C'est des visions totalement opposées, mais basées sur leur propre opinion. C'est pas objectif. Là, parce qu'on arrive un peu à la fin, donc je vais juste en profiter pour poser une question vite. Pour moi, aujourd'hui, vous êtes des visionnaires, c'est-à-dire que il y a quelques années, quand vous êtes arrivé avec votre solution sur le marché, je pense que vous avez dû vous heurter à pas mal de noms ou de personnes sceptiques en se disant ça va venir remplacer mon métier. Je pense architecte, au début on a vu ça, j'imagine la personne s'est dit on vient remplacer une première partie de mon travail, je n'en veux pas sur le marché. Et pareil, on parle de gut feeling au début pour tout ce qui est immobilier. Si j'arrive avec une solution en leur disant regardez, j'ai des chiffres, c'est important, ils vont peut-être se dire non, je connais mon expertise, je connais ma job, j'ai pas besoin de ça. Comment vous avez réussi à passer cette première étape super importante pour réussir aujourd'hui à faire ce que vous faites? Premièrement, je te dis pas qu'on l'a passé. On a encore ça. Tu sais, je fais une conférence à l'Ordre des architectes dans 2 semaines. C'est la première question qui va arriver, c'est sûr et certain. Puis ça revient tout le temps, etc. Je pense qu'on traverse des ères. Là. Tu sais, quand nous, dans mon domaine, quand on a passé du papier à AutoCAD, qui est un logiciel plus dessin assisté par ordinateur, les gens pensaient qu'ils allaient perdre la majorité de leur travail. Puis au final, ça avait juste se tasser à d'autres endroits. Nous, ce qu'on essaie d'éliminer, c'est les tâches répétitives, puis c'est justement de l'exploration. C'est des choses que tu peux faire de manière... tu peux tourner en rond en architecture pendant longtemps là, avant de trouver ton bon concept. Fait que ça, on le met dans les mains de l'utilisateur au lieu de ça. Puis comme j'ai expliqué tantôt, je pense que le professionnel est toujours autant impliqué. Je pense que son travail est juste maintenant à valeur ajoutée à d'autres endroits, c'est tout. Mais on a cette réfraction-là. Puis c'est sûr et certain que ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de leur expliquer les avantages, de leur expliquer les inconvénients, mais surtout que la demande est là de leurs clients à eux. Donc les clients veulent utiliser des outils, veulent être capables de naviguer là-dedans. Fait que tu le veuilles ou pas, c'est un peu ce qu'on a fait. On est allé dans une approche qui est plus bottoms-up, nous, de dire on a 1,2 million
d'utilisateurs là, maintenant qui naviguent dans ces outils d'intelligence artificielle-là, qui vont venir te voir avec des plans qui ont été générés par l'IA. Ben, à toi de t'adapter un petit peu aussi par rapport à ce que les clients sont en train de ce qu'ils veulent. Là. Donc, ouais, je pense qu'au début, c'était, tu sais, puis ça fait quand même assez longtemps qu'on a commencé ça, c'était plus difficile. L'approche qu'on a préconisée, nous, c'est de dire, ben nous, on va venir ajouter à ton gut feel. On va venir te donner des arguments objectifs, quantitatifs pour que tu démontres la valeur de ton opinion auprès de financiers ou autres. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est un type d'actif. Il y a plusieurs autres actifs où il y a certains fonds qui sont seulement quantitatifs. Des quant funds en private equity, ça existe. C'était pas possible en immobilier parce qu'il n'y avait pas la donnée. Aujourd'hui, il y a la donnée. Nous, on le présente comme ça permet une approche totalement quantitative. Puis c'est quelque chose qui est quand même accepté. Je dirais aussi que l'arrivée de ChatGPT ou autres démocratise ce genre d'outils-là et donc ça facilite l'adoption. C'est sûr qu'en immobilier, c'est extrêmement traditionnel, c'est très lent. On a des organisations que je nommerai pas qui gèrent des centaines de milliards de dollars sur un chiffrier Excel. C'est très, très, très old school, mais il y a des gens qui sont extrêmement sophistiqués aussi, qui commencent à aller au marché avec des solutions qui vont, selon moi, être la norme d'ici quelques années. Puis nous, on veut faire partie de ça. Notre modèle d'affaires, c'est d'aider ces stakeholders-là à adopter la technologie en amenant une donnée unique et différenciée. Okay. Donc vous aidez finalement aujourd'hui les personnes à s'adapter aux changements qui de toute façon arrivent. On n'a pas trop le choix. Puis vous nous montrez avec votre travail que ça va marcher. J'y crois dur comme fer. On arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup pour votre temps et toutes ces belles révélations. Merci à vous. Ouais, merci. Pour ceux qui nous écoutent, à bientôt sur Il y a du neuf. On vient d'écouter Stéphane Turbide de Maquettes, puis Vincent Charles Adair de Local Logic. Moi, j'ai appris un paquet d'affaires. On est allé dans plusieurs directions, régression, segmentation de la donnée, valorisation de la donnée. Je suis curieux de savoir, Laetitia, toi, c'est quoi que tu as retenu de l'épisode? Si on commence par Maquette, 3 points technologiques sur l'art à faire qui a débuté en 2019 avant l'IA générative. 1, ils ont parlé d'IA paramétrique. 2, l'arrivée et l'avènement de l'IA générative et comment ils ont fait évoluer leur modèle. Et 3e point, qu'est-ce que le graph layout? C'est ces 3 concepts dont on a parlé pendant l'épisode, si on peut rebondir rapidement dessus. Moi, j'ai appris un paquet d'affaires là-dedans. Déjà, l'impact macro sur les villes, puis des décisions plus micro au niveau du building. Mais quand il a dit IA paramétrique, ça a comme allumé un peu des drôles de sons de cloche parce que je me suis dit, attends, paramétrique, c'est une affaire. On a des variables qu'on contrôle. L'IA, on a appris sur des données passées pour prendre des décisions. Fait que je me demandais comment on fait pour garder à la fois la paramétrisation que j'associe au code, puis l'IA. Puis au final, en grattant un peu, tu avais trouvé le concept IA paramétrique, tu avais trouvé quelque chose dans tes recherches, non? Oui, j'avais vu exactement que c'était, en fait, pas de l'IA, c'est plus un abus de langage, mais c'est du code. Littéralement, on va coder toutes les possibilités qui puissent exister. Donc, dans le cas de Maquette, j'imagine que c'était de coder toutes les chambres possibles et qu'on est capable d'anticiper, de se dire si on veut rajouter une chambre, voilà le type de chambre qu'on peut rajouter et donc on l'ajoute. Le problème de ça, la limite qu'ils ont vite atteinte, c'est si l'utilisateur demande quelque chose qui n'a pas été paramétré. C'est ça. Stéphane, il disait il l'avait calculé d'avance, puis si ça n'avait pas fait partie des scénarios qu'il avait anticipés, ben too bad, il n'y a pas d'option possible pour l'utilisateur. Exact. Donc, l'évolution de ça a été de s'associer avec le Mila et Ivado pour travailler avec l'IA générative et comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA générative dans cette partie-là, par exemple. Et ils ont utilisé le terme graph layout, que je ne connaissais pas non plus. Ça, c'est pointu comme concept. À un moment donné, Stéphane parlait de dépendance. Quand on enlève un truc, il y a des répercussions. C'est de ça qu'il voulait parler, le graph layout, c'est ça? Peut-être. La façon dont j'avais vu ça, le graph layout, c'était vraiment pour simplifier justement au maximum
la conceptualisation de l'architecture, c'est-à-dire qu'au lieu de s'embarrasser de toutes les mesures des chambres, de toutes les contraintes législatives, de besoins ou physiques, de juste garder le flot de communication entre les pièces. Oui, OK. Fait essentiellement, les contraintes minimales qui font en sorte qu'un design fonctionne, qui répond aux législatives, structurelles, aux besoins ou aux désirs de l'utilisateur. Puis moi, je pense que c'est la même idée que j'ai en tête là, par rapport à la dépendance. À un moment donné, Stéphane, il disait, on enlève un élément d'une pièce, ça pourrait avoir des répercussions sur d'autres choix qui ont été faits. Par exemple, on enlève un mur porteur, il va falloir mettre un mur porteur ailleurs. Donc, il y a des conséquences qui sont structurelles ou légales. Tu dois avoir telle distance par rapport au trottoir ou de désir, c'est-à-dire je veux avoir une grande cuisine à côté de la salle à manger. Donc, chacun vient avec des ficelles entre l'un et l'autre. Donc, quand on change un truc, il y a un effet domino qui peut être représenté sous forme de graphes, de nœuds avec des... comment on appelle ça en français? Des vertices, des arêtes. Des arêtes, voilà. Exactement. Et si on bifurque sur la technique utilisée derrière Local Logic, on est sur des choses très différentes. La première, et là où il y a le plus de valeur chez eux, c'est la donnée. On parle souvent de la donnée, surtout dans le domaine de l'IA, en disant que c'est important. Mais là, eux, ils ont 3 façons de récupérer de la donnée. 1, avec des données ouvertes. 2, en achetant de la donnée. Et 3, en créant de la donnée. Un focus complètement différent sur on a de la donnée qui est ouverte, mais qui est incomplète. On va la compléter. Fait que c'est un processus hyper manuel, mais qui après font en sorte qu'ils ont un dataset qu'ils peuvent manipuler de la façon qu'ils veulent. Puis, à plusieurs reprises, Vincent a martelé le point que oui, c'était fastidieux, mais on a investi à développer un processus de sorte que la prochaine fois qu'on a à travailler cette même donnée-là, ben, il y a des automatisations. Puis, plus ça avançait, il disait que, je pense à un exemple en particulier, il disait, on a mis des millions de dollars là-dedans parce que ça avait tellement de valeur que de pouvoir retravailler encore et encore cette donnée-là. Il a dit le terme shapefile, qui est un polygone ou une forme géométrique associée, par exemple, à un code postal ou à une municipalité. Puis il y a certains trucs qui sont reliés à une façon de voter. Fait que c'est hyper politique, ça va changer au fil des années. Fait qu'ils n'ont pas le choix de le retravailler puis de le reprendre. Fait que de l'avoir automatisé, c'est un investissement. Ça a été coûteux, mais ça va être payant. Exactement. Et un terme technique qu'ils ont utilisé dans leur processus, parce qu'ils ont beaucoup de données, c'est beaucoup de traitement de données, mais ils ont parlé de régression, qui est un terme qu'on peut utiliser en IA. Qu'est-ce qu'une régression? Rémi, si tu peux nous expliquer rapidement pour qu'on puisse comprendre. Oui, tu me lances ta balle. J'en avais un peu parlé dans l'épisode. Essentiellement, j'utilisais l'image de la lumière. On a un objet 3D, met une lumière là-dessus, puis si je regarde juste l'ombre, j'ai un objet 2D. Je vais enlever la profondeur de l'objet. Cette profondeur-là, ça peut être un peu n'importe quoi, mais dans le cas de Local Logic, c'est donner l'exemple de la géolocalisation. D'avoir une mini-maison au Texas, à Montréal ou en Alberta, il va avoir des valeurs différentes, surtout en fonction du code postal, mais il va avoir une valeur qu'on devrait pouvoir estimer si on a assez de données sur des mini-maisons. Comment on fait pour extraire l'influence de la géographie? C'est ça qu'ils ont développé. C'est ça la régression, c'est de pouvoir extrapoler la valeur d'une information dans un contexte différent. Puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est utilisé encore et encore à travers les industries. Ce que ça permet d'extraire, d'avoir ces données-là qui ne sont pas toutes rassemblées dans le même modèle, c'est qu'ils ont pu découvrir un concept qui est l'intégration de la perception subjective. Qu'un élément est subjectif, il est perçu d'une manière différente en fonction de telle ou telle personne. Ah oui, les générateurs de son, par exemple. Exact. Les générateurs de son. Le fait que si on a on est à côté d'une bouche de métro, ou est-ce que c'est bruyant, ou une bouche de ventilation, ou si on est à côté d'un parc pour enfants, ça va être peut-être le même nombre de décibels, mais il y en a un qui est peut-être réconfortant ou qui nous donne l'ambiance accueillant ou familiale. L'autre, il nous dit ça bouge vite, c'est peut-être des bruits répétitifs qu'on ne veut pas avoir finalement dans notre quotidien. Exactement. Des de métro qui freinent là, sur des rails, par exemple. C'est vrai. Et pour conclure cet épisode, on voit bien que les différentes techniques qu'on utilise, donc que ce soit d'IA paramétrique, du graph layout, de l'IA générative, la façon dont on récupère les données, la façon dont on extrait les données pour faire des modèles de régression ou d'autres types de modèles, tout ça, ça nous permet de numériser
l'intégralité de l'information, là pour le coup, l'urbanisation et l'architecture, et on peut donc parler de jumeaux numériques. Il y a Je un te voyais concept venir très avec ça. intéressant, Rémi. Les jumeaux numériques, ça, on le voit souvent dans cette saison-ci. C'est un concept qu'on voit beaucoup dans le milieu de l'aérospatial, de modéliser un avion. Puis, à force d'utilisation, ben, il y a certaines composantes qu'on va vouloir maintenir, graisser, huiler ou changer pour éviter qu'il y ait des incidents, of course. On veut éviter ça, mais surtout s'assurer qu'on fait une maintenance qui est diligente. Et on le voit bien sûr dans le milieu de la santé. On a eu beaucoup d'entrevues dans la saison 2 dans le milieu de la santé, puis c'est quelque chose qui revient encore et encore. Je pense que ça serait un bon moment de s'arrêter là-dessus, laisser la puce à l'oreille aux gens qu'il y a du bon stock qui s'en vient. Laetitia, merci pour le débrief. J'ai adoré notre conversation avec Vincent et Stéphane. J'ai très hâte qu'on se revoie pour le prochain épisode. Moi de même, merci.